Yo et bien le bonjour, bien le bonsoir à tous, ici Sox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end rempli de popcorn, rempli de films et de séries. C'est votre très cher serviteur Serox en compagnie de personne parce que John n'est pas là. Il est toujours en convalescence de son petit accident de facehugger. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et me voilà en chair et en os, ladies and gentlemen. Bonjour Pawa, bonjour Yudi, salut à tous. Désolé pour ce soir, je vais voir Camelot demain, donc pas de spoil pour moi. Ça tombe bien, il n'y aura point de spoil. Je regarderai la vidéo demain soir sur YouTube. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée à toi, mon cher Yudi. J'espère que tu auras passé une agréable soirée et surtout un bon week-end. Bon, bref. Ça fait quand même 2 semaines, les gens. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit truc. John a pas vu assez de mauvais films pour venir. Oui, alors, en gros, il m'a dit en fait, c'est Rox. Je devais voir 3 films. Et le focus de la caméra ne s'est pas fait, je sais pas pourquoi. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, il a eu que des accidents. Voilà. Donc, il a fait que des échecs critiques. Donc, voilà, je lui ai dit, au pire des cas, tu viendras le week-end prochain. Oui, parce que, attention, je vous le dis, semaine prochaine, il y aura une émission aussi. Pourquoi? Parce que dans 2 semaines, je ne pourrai pas parce que je rentrerai des montagnes. Voilà, et je me reposerai parce que c'est bien le repos. Oui. Bref, j'espère que vous avez fait votre plein de films parce qu'on aura un bon petit programme des familles en allant dans la fantaisie française avec Camelot 2 partie 1. Déjà, ça n'a aucun sens. Ensuite, on ira du côté de Outre-Atlantique dans Black Phone 2, la suite du 1 sorti en 2021, me semble-t-il, ou 2022, je ne sais plus. Bref. Hello Camille, como estas de la casa? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur le stream. Oui, bref. Ensuite, on ira encore, on restera dans les États-Unis, mais du côté des années 90, avec The Smashing Machine, avec The Rock Johnson. Bref, avec un biopic sur Mark Kerr. Voilà, je ne connaissais pas. C'est un combattant de UFC. On en parlera évidemment dans la soirée. Et ensuite, j'ai envie de vous parler d'un film d'animation français qui est sorti il y a 2 semaines, qui s'appelle au nom de Arco. On en parlera, mais est-ce que ça serait pas le meilleur film de, euh, de ce soir? Oui, certainement. Donc voilà, vous allez voyager durant ce petit live Twitch. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez vu des films, ça peut être cool, voilà, d'en parler. Un seul film Camelot aurait suffi. Là, on sent le mec qui souhaite faire du pognon autant qu'il peut avec cette franchise. Ou alors c'est le mec nostalgique qui n'arrive pas à passer à autre chose. Ah, attention, attends, on va en parler, voilà, mais je pense que j'ai pas mal discuté sur Camelot, on en reparlera. Mais vous savez, ici, avant de parler film, on va parler un peu d'actualité et même un sujet débat, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'actu, mais un petit débat, évidemment avec l'IA, voilà, parce que on n'en a jamais assez, on en bouffera toujours de l'IA. Bref. Bon, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour le What the Ciné Tour Show. Bref, voilà. Bref, allez, sur ce, eh bien, on va passer. Alors, ça dégage. Et on va passer directement à l'actualité. Alors, n'hésitez pas, les gens, à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube et à parler à vos proches de What the Ciné sur YouTube parce que c'est bien What the Ciné, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de partager la chaîne sur vos réseaux sociaux. Voilà, et ramener du monde parce qu'entre amoureux de cinéma, il faut qu'on se serre les coudes. Voilà, bref, vu que voilà, ça peut être cool. Voilà. Bref, allez, c'est parti pour la première news de
de cette... Ah, est-ce que vous voyez la news? Oui, alors, vous n'êtes... Pour les gens qui ne sont pas au courant, la Warner est à vendre. Oui, messieurs, dames, oui. Ça fait déjà quelques semaines qu'elle est à vendre. Donc ce qui signifie que le catalogue, que ça soit Harry Potter, Game of Thrones, The Last of Us, de tout ce qui est du DC Universe et Tutti Quanti sont à vendre parce que Warner ne savent pas gérer leurs films. Et c'est con parce que cette année, c'est vraiment un des plus... c'est le studio qui a fait le plus de rentrées d'argent avec leurs films, que ce soit Minecraft, Évanoui et Tutti Quanti. Bref, allez voir Évanoui, c'est vachement cool. Bref, donc du coup, Netflix étudie activement la possibilité de racheter Warner Bros. Netflix a fait appel à la même banque d'investissement qu'avait conseillé Skydance lors de son rachat à Paramount. Oui, alors, il y a eu évidemment la première offre de Paramount pour racheter Warner. Donc ce qui serait en gros Paramount aurait, si Paramount aurait donné peut-être un peu plus d'argent, ils auraient englobé l'entreprise légendaire de la Warner. Donc ils auraient fait un peu comme Disney avec Marvel et Star Wars. Voilà. Euh, c'est pourquoi pas, ça peut être... alors, moi je trouve ça dommage que tous les studios se mangent entre eux, parce qu'il restera quoi, deux, trois entreprises qui vont se battre pour les films. Et pour les entrées, franchement, je trouve ça un peu dommage. Mais alors que Netflix mette de l'argent pour s'attribuer Warner, alors, de mon côté, je souffle très fort parce que Netflix, c'est pas vraiment du cinéma, c'est rare. C'est pas souvent que Netflix arrive à créer du bon contenu, et je dis bien créer du contenu parce que généralement ils font en sorte de juste distribuer les films et non de les faire, parce que les faire c'est plus les séries, et en termes de séries, oui, mais Spherox, t'as Stranger Things. C'est surcoté. Arrêtez, c'est surcoté. Je me suis dit, je vais peut-être en parler de Netflix. Non. Non. Ça sert à rien d'en parler de Netflix. Ça, c'est. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que là, ça va se battre à un gros coup de milliards de dollars pour s'attribuer les bienfaits de toutes les licences qu'a Warner. Et je peux vous dire que c'est énorme. Entre Netflix et Paramount Trump, je ne sais pas ce qui serait le pire. Alors, si je devais en choisir un, je dirais ça à la mèche. Ah non, ça c'est autre chose. Je dirais Paramount parce que Paramount c'est avant tout le cinéma. Donc du coup, même si c'est des dirigeants très très cons, mais c'est cinéma. Mais je le vois tel quel, tu vois. Peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, je vois que ça. Netflix, non, Netflix, ça veut dire que si par exemple Netflix met en sorte de euh, d'avoir Warner, alors attendez-vous d'avoir que HBO n'existe plus, en tout cas HBO Max et tout sera mis sur le Netflix. Alors, ce qui est bien d'un point de vue, mais niveau distribution, comment ils vont faire maintenant quand ils mettront, je sais pas, j'imagine Harry Potter, ils vont être sur Netflix. Ok, normal. Mais pour ce qui est des genres, pardon, excusez-moi, du DC Universe, ça va être quoi? Ça va être dans certains cas dans les cinémas, et les autres ça sera sur Netflix. Moi ça me pose problème. Et surtout que la méthode de fabrication, que ça soit série-film, en tout cas quand on s'intéresse à leur secret de fabrication en France, c'est de l'esclavage. Vraiment, c'est pas fou. Et je le redis encore, allez voir Game Focus, qui en parle plus précisément, en plus détaillé, de comment ça se passe ce genre de tournage. C'est pas fameux. Bref, donc l'avenir est un peu sombre, je trouve. Donc à voir ce que ça va se passer. Donc voilà, même banque d'investissement. On va voir comment. J'ai très très peur. Très très peur.
Bref, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, bon, de toute façon, suite au prochain épisode. Ensuite, nous avons un film que j'attends. Alors, je suis pas sûr que ça va être diffusé sur nos écrans français, mais The Carpenter's Son avec Nicolas Cage en star, qui a envie de payer ses factures, bref, et bien sortira le 14 novembre. Et évidemment, si vous avez entendu il y a quelques temps déjà sur le podcast Plan Séquence que le film allait bientôt sortir et qu'on n'avait pas encore de date, mais que ça parlait d'un film d'horreur biblique sur Joseph, enfin sur Jésus-Christ et tout. Franchement, on tient là peut-être un des meilleurs nanars qu'on... Meilleur nanar, je ne sais pas, mais en tout cas, un film d'horreur avec Jésus. Oh, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je reste un peu... Ouais, franchement, j'ai hâte de voir ça. Peut-être qu'il sera pas distribué au cinéma, en tout cas en France, plus aux États-Unis. Après, ça sera certainement... Ah, ça sera certainement dans les... en direct tout VOD. Donc du coup, à voir ce que ça va donner. Allez, je file, bonne soirée. Allez, des bisous Camille, à la prochaine. Attrapez-les, attrapez, attrapez. Pardon. Bref, je m'emporte. Donc du coup, je sais pas si vous êtes hypé ou alors que vous en avez rien à foutre. Moi, je pense que Nicolas Cage dans un film un peu pourri, on l'a déjà vu, mais peut-être que ça vaut peut-être son petit pesant d'or. Moi, je dis ça, je sais pas. Moi, ouais, j'attends. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bref, et dernière news, et pas des moindres. Alors, elle date un petit peu, mais j'avais envie d'un peu de débattre avec vous sur encore l'IA, mais ça c'est autre chose. Plus Christian Clavier euh, sur son approche avec l'IA. Et on va entendre ce qu'il a à dire. C'était une patronne d'un grand groupe français. Elle m'a dit, écoute, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir, nous les Européens, résoudre une partie de nos problèmes de budget par rapport au cinéma américain. On va en plus pouvoir se doubler entièrement, nous. La porte ouverte vers le marché américain nous a toujours été fermée par une idée absolument brillante qu'ils ont toujours eue, qui a consisté à dire, doubler nos films, ça sera bien pour nos films, et ça l'a été, et c'est bien pour nos exploitants de salles, et c'est bien pour le public, mais en revanche, nous ne pouvons pas doubler les vôtres chez nous, parce que notre public ne supporte pas que les lèvres ne soient pas exactement comme elles doivent, que le lexique ne soit pas parfait. Cette chose-là va disparaître. Donc ça va peut-être laisser une chance d'éviter ces achats de remake et de remplacer ça par des exploitations de films. Oui, ça aura un impact sur les comédiens de doublage, bien évidemment. Les comédiens de doublage vont avoir un problème, bien sûr. Mais ça, toutes les avancées technologiques ont posé des problèmes à un certain nombre de métiers. On ne reviendra pas à la télévision noir et blanc une fois qu'on a la télévision en couleur. On peut le regretter en disant il y a beaucoup plus de contraste et beaucoup plus beau le noir et blanc. Mais bon, alors... c'est désolant pour les doubleurs, mais il faudra qu'ils se reconvertissent dans autre chose. Les films que je fais se vendent très souvent à l'étranger, donc j'ai des gens très bien qui me doublent en Allemagne, en Italie, mais quelque part je vais être aussi plus content moi de ne pas être doublé et que je joue moi dans ces films-là. Il faut quand même le penser aussi sur le plan artistique, c'est pas inintéressant. Colmini. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de Monsieur Christian Clavier à propos de l'utilisation de l'IA dans le doublage? Donc, si je comprends bien ce qu'il dit, et ça, voilà, c'est-à-dire que les doubleurs français qu'on connaît, et si l'IA, en tout cas, c'est ce que aimerait Christian Clavier, c'est de se doubler lui-même grâce à l'IA. Et encore, on n'a pas tout vu, parce que dans un de ses derniers films avec Christian Clavier, où il a mis sa face en version féminin pour qu'il se double lui-même avec une autre tête qui lui ressemble. Bon,
Étant donné que... Alors, moi, à propos de tout ce qui est de l'intelligence artificielle, je pense que on va y passer. C'est-à-dire, euh, on va y passer, malheureusement, et que ça va alors, dénaturer grandement le travail de l'artiste. Alors, il parle souvent du genre, oui, je peux me doubler moi-même, ou etc. Ouais, mais le doubleur et tout, mais c'est une évolution. Alors, une rétrogradation plutôt de tout ce qui est du métier de l'art. Et quand on voit, par exemple, qu'il y a des agences qui sont prêts à payer des artistes virtuels pour mettre des acteurs ou actrices artificiels dans leur prochain film, là on peut se poser des questions pour tout ce qui est du métier de l'art. Bref, euh, je sais qu'il y a eu une autre interview de deux doubleurs français, Brigitte Cordier et une autre voix, je crois que c'est la voix d'énergie ou je sais plus, je sais plus, où ils sont pas du tout d'accord et ils ont dit des arguments. Alors, je comprends naturellement, mais hello Marion, comment ça va? Ça fait longtemps, putain, j'avais l'impression que ça fait une éternité. Comment elle va? Bref, ton chéri est pas là, c'est honteux. Voilà, on va l'engueuler. Voilà, il a intérêt à venir semaine prochaine. Voilà, il a aucune excuse pour regarder au moins 2 films. Bref, et du coup, moi, ça me pose énormément de problèmes parce que il a pas tort dans le fait que ça va arriver, que ça se fait déjà, hein, dans certains cas. En tout cas, je sais qu'il y avait un dessin animé en Belgique qui a été doublé dans l'IA, avec de l'IA. C'est horrible! Le doublage va disparaître, c'est une certitude. Les logiciels de traduction automatique en temps réel sont quasiment au point. On a essayé de voir l'étranger, mais trop de monde, c'était complet. Mais quelle idée! Quelle idée! Bah attends, de toute façon, moi j'ai dit à John, pour semaine prochaine, il y a 2 films sur Netflix qui ont l'air cool. C'est House of Dynamite, que je n'ai pas vu, et Frankenstein qui sort. Donc, pas besoin d'aller au ciné. Juste avoir 2 films. Voilà! Pas besoin! Que dalle! Ouais, oui, bref. Et du coup, pour revenir à l'IA, je comprends que les gens, alors, on a du mal et tout. Non, les États-Unis, ce qu'il a oublié, c'est que les gens aux États-Unis, ils ont la flemme. C'est pour ça qu'ils font des remakes. Voilà, des remakes de films. Il y en a eu plein. Genre, par exemple, Les Visiteurs 3. Ah non, Les Visiteurs en Amérique, c'est un remake du 1 et du 2. Un peu compilé et tout. Voilà, mais ce n'est aucunement une suite. Il y a eu Intouchable, qu'ils ont refait avec Michael Crichton, et c'est pas bien. Ils ont fait LOL, le film LOL, putain, qui est sorti il y a plus de 10 ans maintenant. Ils l'ont refait en LOL, ils ont refait la même chose, sauf que maintenant ça se passe en France au lieu d'Amérique, enfin, ou anglais, bref. C'est juste la flemme. Et c'est juste avec cette flemme-là que l'IA va prendre le siège. On va dire non, mais on est là, on coûte moins cher, mais au moins le public est content. Non. Enfin voilà. Bref, c'est compliqué. Moi, honnêtement, il a tort. Enfin, il a tort dans le fait de tout ce qui est artistique. Et il voit de ce fait, genre, ah, mais comme ça, je vais pouvoir me doubler. Christian, c'est pas toi qui te double. C'est pas toi. Ah, aucunement, c'est pas toi. C'est l'IA. Tu fais juste des prompts. C'est pas toi. True Lies, qui était un remake de La Totale, ce que tout le monde oublie. Eh ben, je ne savais pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu True Lies et je sais que Beetlejuice m'en parle un petit peu, de temps en temps. C'est rare. Peut-être. Non, c'est. Ah non, c'était peut-être. Je sais pas. Attends, c'était qui? Je sais plus. Bref. Non! Non, c'est. Je sais plus. Je sais plus. Bref, je me perds dans les pensées. J'aime bien aimer le 1. Bref. Et du coup. euh, et du coup, non. Je suis pas d'accord, mais je sais que John disait que on va y arriver et ça va se casser la gueule. J'espère que ça va se casser la gueule, mais vraiment, mais je pense que l'argent avant tout. Et surtout que j'ai parlé
à Adrien Antoine, le doubleur qui prête sa voix à Henry Cavill, à Thor, à d'autres personnes. Et du coup, il est au courant de pas grand chose et que la pétition ne touche pas à la VF. Et ben pour l'instant, ça reste bloqué. Il y a des gens qui signent, mais le gouvernement qui se bouge pas le cul parce que c'est un peu des cons. Bref, pardon, excusez-moi. Voilà, pas de politique ici, hein. Quoi, l'extrême, quoi, droite, on les emmerde. Oui, pardon. Bref, tout ça pour vous dire que l'avenir sera sombre. Bref. Et petite question, avant qu'on passe à quelque chose, à la première critique qui est Camelot, est-ce que ça vous dirait que on vous parle dans un What the Ciné de Welcome to Derry? Voilà. Parce que là en ce moment je me suis maté avec Butesaurus les 2 premiers épisodes. Banger. Ah vraiment banger. Donc du coup, voilà. C'était la petite question. Voilà, si ça vous tente, allez voir, c'est vachement cool. Welcome to Derry, si vous avez aimé le livre Hit ou ça, et ben franchement c'est trop bien. Voilà. Voilà, bref, messieurs, dames, normalement, niveau news, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Maintenant, on va aller du côté de la France avec une vieille série remise au goût du jour en version XXL cinéma. Bref, je vais vous parler de Camelot, de volet 2, partie 1. C'est compliqué. Bref, c'est parti les amis. Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais. En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début. C'est un message des dieux, c'est sûr. Je vous préviens, si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui. Ah, mais 2 secondes peut-être, non? L'aventure, c'est pas la va-vite. Allez hop, table ronde. Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes. Attendez, c'est pas Arthur Pendragon qui préside? Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Bon sang. Oh là. Tout doux les foufous. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure? Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne? Non mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. De fouler les collines et les prairies nouvelles? D'où surgiront les adversaires? Et les alliés nouveaux? Berlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. Alors, volet 2, partie 1, avant la sortie d'une... Tes souhaits. Volet 2, partie 1, avant la sortie d'une partie 2, version 1.5 du 4h, puis enfin la partie 2 de 9h. Bref, Camelot, deuxième volet, partie 1. Les dieux sont en colère contre Arthur. Après la destruction de Camelot, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de Logresse à sa perte. Il réunit ses chevaliers novices téméraires et vétérans désabusés autour de la nouvelle table ronde. Ah bon, c'est pas vraiment lui, mais bon, bref. Et les envoie prouver leur valeur aux 4 coins du monde. Des marais orcaniens aux terres glacées de dragons opalissants. Alors, avant toute chose, je tiens à dire, faut en parler un peu du film sorti en 2021, sorti
sorti en avant-première avant, je me rappelle, du pass vaccinal obligatoire. Donc il y avait du monde de fou pour le film. Ça, je me rappelle encore, c'était un mardi soir, il y avait tellement de monde. Bref, et je l'ai vu. Et de par sa nostalgie, eh ben, je l'ai pas détesté. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça très cool de retrouver nos anciens personnages qu'on avait un peu perdu de vue depuis une bonne dizaine d'années, depuis le livre 5. Le livre 5, ouais, je crois. Livre 6, je sais plus, bref, combien il y a de livres. Et du coup, malgré les défauts, j'ai plutôt apprécié de par cette vibe, de par cette genre... Bon, certes, on fait 2 pas en arrière, mais on va de l'avant, malgré tout. Et c'est là que le film sort, et beaucoup moins de hype, mais j'attendais un petit peu, parce que je me suis dit, ça va être intéressant, et au vu de... J'entendais à chaque fois les interviews d'Alexandre Astier, de par Hugo Décrypte. D'ailleurs, son interview est incroyable, meilleur que le film d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et là, ouais, la re-hype était là, tu dis, waouh, ça a l'air trop cool et tout. Et que fut cette désillusion. Le film dure 2h20. Et c'est 2h20 d'introduction. Mais vraiment, en fait, je crois que au départ, me semble-t-il, qu'Alexandre Astier, il voulait faire sa trilogie. Il a jamais dit quoi trilogie, mais il s'est senti pousser des ailes, il s'est dit, bon, pourquoi pas, je vais pouvoir faire un petit truc intéressant. J'ai vu, il a vu live, j'ai dit, maintenant, vu qu'il est très littéraire, il s'est dit, j'ai trop d'idées. Et donc il s'est cru que en tant que littéraire, il va pouvoir faire un film. Un peu comme J.K. Rowling il a fait avec ses Animaux Fantastiques. Sauf que, littéralement, ça ne marche pas. En fait, certes, c'est bien, tu retrouves encore tes personnages, sauf Perceval parce qu'il est pas là. C'est pas grave, c'est pas le plus important. Même si dans la légende arthurienne, normalement, il est très important pour la suite. Voilà. Il y a même eu un type qui a battu le record du monde nombreux. Oui, 204 fois avant d'être battu l'ancien recordman. Oh non, mais 292 fois, mais le mec, mais pas bien. Enfin bref, ce n'est pas le propos. Et du coup, j'avais l'impression de encore. Le truc, c'est que la fin du premier film, il récupère le royaume, Excalibur, très bien. Et là, j'ai l'impression que, on recommence. En fait, je vous emmerde, vous m'emmerdez. Enfin, ok, très bien, il y a pas de problème. Il y a pas de problème et tout. Mais non, ça passe pas. Non, je suis désolé, ça passe pas. T'as l'impression que les personnages restent en surface et n'avancent pas. On les a laissés du livre 1. Ils sont juste là. Livre 2 maximum, tu vois. Bon. Voilà, donc niveau personnage, pas grave. Bon, voilà. Au pire des cas, si on les compte en film, est-ce que c'est la même chose? Complètement. Il y avait quoi d'autre? Alors oui, effectivement, on garde un peu ce fanservice de voir les personnages, les anciens personnages arriver et tout, mais ils sont là pour faire quelques blagues. Alors oui, effectivement, j'ai ri. J'ai un peu ri, j'ai beaucoup souri, mais je peux pas m'empêcher d'être frustré de par une énième introduction. J'avais l'impression que vraiment le premier volet était une introduction, mais on s'est dit c'est pas grave, le temps de récupérer les nouveaux fans avec les anciens et tout. Là c'est vraiment pour
les fans de Camelot de base. Bah, sauf que là, un film de 2h20 où, bah, en fait, il y a des quêtes, des multi-quêtes, voilà, avec de nouveaux personnages, dont les enfants d'Astier, qui ne servent à rien. Alors, ouais, tu vas me dire, oui, mais c'est rock, c'est normal que ça sert à rien, parce que, enfin, c'est pas ça sert à rien, c'est juste une première partie. Mais là, je vais prendre un exemple. Il y a Spider-Man Across the Spider-Verse qui, pour beaucoup de personnes, n'était pas un film parce qu'il se coupait en plein et ça ne. Alors pour moi, c'est un film, mais le truc, c'est qu'il y avait à boire et à manger dedans. Il y avait de l'action, il y avait vraiment une situation. Ça allait quand même de A à Z pour certains personnages et ça attisait aussi une suite. Là, c'est que, mis à part cette fin qui arrive de nulle part, ça se coupe. Mais vraiment, tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Tu sais pas ce qui arrive à la fin. Des quêtes aussi inutiles. Ouais, mais ça va être inutile. En tout cas, inutile. Un film doit être de A à Z complet. Ça doit pas être de A je sais pas, à Y, de A à, bref, voilà, à la moitié de l'alphabet, tu vois. Là, il manque vraiment une substance. Et là, Alexandre Astier s'est dit, je vais faire des blagues et tout, ah, ça va être drôle et tout, je vais aller avec le rythme, avec de la musique et tout, avec... il veut écrire ses multi-personnages, mais il n'y arrive jamais. Genre, par exemple, dans le film, on suit toujours un groupe de petits nouveaux. Donc, c'est un TikToker, voilà. Et ils vont essayer de tuer quelqu'un. Et là, tu te dis, putain, mais ils vont se faire avoir et tout, ça sert à... Voilà. Et en fait, ils y arrivent pas. En fait, ils y arrivent pas, c'est juste que... Bah, c'est comme si... ça ne servait à rien. Leur quête ne servait à rien, juste à faire des blagues du genre oui, et si on faisait ça, nul, que chi que dalle. Donc on a suivi un groupe de personnes qui a fait, allez, peut-être un quart d'heure, 20 minutes sur tout le film. Ça ne sert à rien. Ça n'a servi strictement à rien. Et en termes de, par exemple, je vais prendre Lancelot. C'est, il est à tel endroit, il gagne quelque chose. Et on sait que ça va servir à il sait que ça va servir à peut-être contrer Arthur. Sauf que là, j'ai l'impression que il veut tellement, en tout cas, Astier veut tellement faire vraiment bien Camelot que il se dit tiens, ben ce volet 1 et enfin ce volet 2, enfin bref voilà, sera un peu mon Empire contre-attaque. Et ça se voit que là, Arthur va prendre cher, on voit pas trop quand même, et que Lancelot va avoir une espèce de vengeance. Sauf que là, voilà, moi je mise qu'il veut faire son Empire contre-attaque. Le problème, c'est qu'on voit rien. Mais vraiment, alors, j'ai discuté avec certains fans qui étaient contents. Alors, plus de personnes qui ont plus aimé parce que, ouais, l'humour et tout, mais il y en a qui ont dit ouais, mais si ça aurait été pas Camelot, estampillé avec Camelot, vous aurez dit quoi? Vous aurez dit la même chose? Je suis pas sûr, hein. Vraiment. Bon, mis à part ça, il faut dire aussi que niveau costume et niveau, on va dire, lieu, niveau un peu, ouais, c'est beau, mais niveau mise en scène, en fait, c'est vraiment la série XXL par excellence, mise sur grand écran. C'est du plan par plan, aucune mise en scène, mis à part peut-être la mise en scène la séquence de la nouvelle table ronde avec le roi Arthur. Et avec, évidemment, évidemment le discours du roi, où je me suis dit, là c'est cool, il y a quelque chose de probant, là le film commence. Il ne démarre jamais. 2 fois moins d'entrées sur la même période que le premier volet, c'est un signe. Alors,
Oui, mais il faut dire avec le pass vaccinal et tout, ça a engrangé énormément. Il y avait énormément d'entrées avec ça. Faudra voir, mais je pense qu'effectivement, avec les, il y a beaucoup moins de personnes qui vont aller le voir. Parce que là, 2 heures. Alors, parce que la crise du Covid est passée par là et que avec les avis qu'il y a eu, pas sûr que ça va pas passer, ça va être bien, tu vois. Donc je reste assez dubitatif. Sachant que... Oh, bordel de merde. Que la suite est déjà filmée et que sortira en novembre 2026, si tout se passe bien, parce que... Enfin voilà, on sait que théoriquement, beaucoup d'arcs seront faits et défaits dans le troisième, dans le troisième film, mais... Et ce qui est très, très fort, c'est qu'en fait, il y a, avec les gens sur les sites de notation, ils ont noté d'une force Kaamelott parce que je suis fan et tout. Et moi, ça me pose problème. Les fans qui notent parce que c'est Kaamelott, je suis content et tout. Mais notez-le. Mais notez-les mieux. Arrêtez avec votre fanbase, quoi. Enfin, je sais pas. Genre, par exemple, pour Marche ou Crève, pour moi, c'était un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année. Et avec du recul, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des défauts. Bon, il est quand même bien placé, mais il faut réfléchir. Là, bon, bref. Après, je parle plus de film. Mais là, c'est plus les gens. Et j'espère que les gens qui mettront dans les commentaires, j'espère que vous serez... que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou peut-être que je suis qu'un con, etc. Moi, ça me pose problème. Et que les gens gobent autant ce film-là. Mais vraiment, cette impression de voir une moitié de série. Une moitié de série sur grand écran. C'est d'une tristesse absolue. Vraiment, je suis un peu triste. Je suis un peu triste pour ce qui est un peu du cinéma français. Enfin bref, voilà. Bof. Mais sinon, je regarderai, évidemment, voir ce que ça donne et j'espère au moins que ça sera bien. Mais par contre, il aura jamais le million. Jamais. Et peut-être éventuellement que le film, vu qu'il dure 2h20, ça refroidit énormément. Et je peux pas te dire grand chose. Alors, évidemment, l'absence de Perceval, peut-être éventuellement, les gens ils vont pas le voir parce que Perceval et tout. Bah non, vous arrêtez pas ça, hein, vraiment. Y a pas pire que les fans indéfectibles et on le voit avec Snyder par exemple. Oh putain, ouais, c'est chiant, hein. C'est complètement con, hein. Il y a même, je sais pas s'il y a, il y a même plus d'entrées pour Sacré-Cœur que pour Kaamelott, j'ai l'impression, hein. J'ai très peur, j'ai très peur en tout cas. Mais j'espère pas, j'espère que c'est pas le cas. Allez voir Kaamelott, pas Sacré-Cœur, s'il vous plaît. Mon Dieu, quel film de... bref. Sinon, c'est tout ce que je peux dire d'autre sur le film. Allez quand même le voir si vous avez envie de quand même passer 2 heures de votre temps à vous dire ah ouais, en fait il a raison. Voilà, allez le voir et on en parlera. Voilà, parce que malgré tout, malgré que je trouve que c'est pas le pire film français, mais putain, si il a chié dans l'alcool, hein, mais c'est d'une tristesse, hein, vraiment. Enfin bref, il faudrait qu'il se remette vraiment à bien réfléchir à son œuvre et à faire quelque chose de beaucoup moins marqué plan par plan et moins littéraire. Je suis sûr que tu sors le film avec Admirad en pape, il fera énormément d'entrées avec la polémique. Alors, je suis pas sûr. Astier est prisonnier de son monde surtout. Il est très imbu de soi, imbu de lui-même, j'ai l'impression. Il est très ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Même s'il est très intéressant quand il parle, franchement, j'adore, hein. Par contre, melon, hein. Mais il écoute pas les critiques.
il a absolument pas écouté les critiques et tout. Peut-être qu'il s'en bat les couilles, qu'il se dit ah mais on n'a rien compris. Je pense que c'est ça. Enfin bref, sur ce, on va passer à autre chose d'outre-Atlantique. Alors, attends, Black Phone, on va passer à Black Phone 2. Voilà. Ah, j'espère que tu l'as vu, mon cher, parce que ça a changé. Bref, on va passer du paysage un peu lumineux, un peu fantastique, à un paysage beaucoup plus horrifique et glaçant. Je vais vous parler de Black Phone 2. Et c'est parti pour la bande-annonce. J'ai fait un cauchemar. Bonsoir, Finney. Tu as cru que notre histoire était finie? T'es mort. Toi, plus que quiconque. C'est que la mort n'est qu'un mot. Il est ici. La vengeance est à moi. Depuis son enlèvement, Finney, aujourd'hui âgé de 17 ans, éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours d'une vie normale. Mais le sinistre téléphone se met à sonner dans les rêves de sa sœur, où elle voit sans cesse 3 garçons se faire pourchasser dans un camp de montagne appelé Alpine Lake. Déterminée à mettre fin à ses cauchemars et à percer les mystères, Gwen persuade son frère de se rendre sur place malgré le blizzard qui frappe la station. C'est là qu'elle découvre l'horrible vérité derrière le lien entre l'attrapeur et sa propre famille. Donc du coup, Black Phone, je l'ai vu évidemment il y a c'était il y a 3 semaines. Et ben avant toute chose, tout comme évidemment hop, il est où? Voilà, tout comme évidemment Black Phone 1, il faut que j'y parle un tout petit peu. Black Phone 1, je l'ai vu il y a pas si longtemps. Il y a 3 ans maintenant, mon Dieu. J'avais plutôt apprécié ce que nous faisait Scott Derrickson. Derrickson, qui est aussi le papa de Doctor Strange 1, qui d'ailleurs un des peut-être meilleurs films Marvel, en tout cas intro de personnages. Donc là, j'avais beaucoup apprécié le fait qu'il y a ce petit côté fantastique, ce petit côté tueur, mais pas trop avec l'aspect téléphone. On téléphone les personnes les morts qui nous téléphonaient et tout pour avoir des indices de comment ça s'est passé. C'est intéressant, mais j'ai trouvé un peu faiblard et sympathique, mais pas incroyable.
Là, Black Phone 2, j'ai été le voir parce que j'avais entendu plutôt du bien. Étrangement, on m'a dit ouais, c'est une bonne suite, peut-être meilleure que le 1. Très bien, pourquoi pas? What else, comme diraient les gens. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, effectivement, c'est plutôt une plutôt bonne suite. Pourquoi une plutôt bonne suite? C'est que en fait, le téléphone n'y a pas. Alors, on a évidemment encore le fait du téléphone où les esprits nous parlent, nous guident et tout pour une enquête, dans un climat beaucoup plus glacial, un peu plus, beaucoup plus énigmatique que une cave. Donc pourquoi pas? Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais dit? On retrouve aussi notre duo d'acteurs avec le frère et la sœur. Donc du coup, voilà, qu'ils ont un peu pris vraiment en maturité, en âge, entre le frère qui aimerait oublier de ce qui s'est passé toujours dans le trauma de son kidnapping, et la sœur qui ne veut pas oublier. Donc ça va être intéressant, le fait que les deux personnages vont avoir un tel lien sur cette affaire qui aura une origine sur leur famille. Et on retrouve évidemment Ethan Hawke, qui est avec l'attrapeur, aucun lien avec Harry Potter. Et donc pourquoi il est de retour? Et ben ça, vous le découvrirez si vous regardez le film. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Alors, en dehors de ce climat un peu glacial, qui donne vraiment un aspect très marqué, il y a aussi ce côté un peu Freddy Krueger. Oui, parce que là, comme vous avez vu la bande-annonce, on retrouve l'attrapeur qui a vraiment cet aspect de Freddy Krueger où il sera là pour hanter nos héros, mais au-delà de ça, qu'il y a aussi deux mondes qui s'affrontent. Il y a le monde réel, etc., qu'on voit bien, mais aussi dans ce monde, il y a un autre monde où, grâce au pouvoir de la fille, elle va pouvoir aller dans une espèce d'autre monde, le monde VHS, on peut dire ça comme ça, où elle va pouvoir voir un peu les esprits, et de par cette vision, il y a cette vision un peu VHS, un peu très cringe, et ça nous capte, ça nous happe directement dans une autre atmosphère, très vintage, très menaçant. C'est génial, le Freddy Krueger de Wish. Alors oui, mais franchement, c'est très différent. Alors, je n'ai jamais vraiment vu un seul Freddy. Mis à part quelques scènes et tout. Là, mais vraiment ce petit côté un peu rêve éveillé, cauchemar éveillé, c'est vraiment bienvenu. C'est vraiment, ça fait ce petit côté vieux qu'on retrouve pas beaucoup dans les films d'horreur, où vraiment dans la mise en scène, on sait dans quel monde on est. Soit dans le monde réel, ou soit dans le monde... le véritable monde véritable, mais le monde des esprits. Vraiment très très bien. Et il y a vraiment cette enquête, plutôt très basique, qui va se retrouver, où on se situe dans une espèce de camp enneigé, très marqué religieux, un camp de scouts religieux et tout. Bref. Alors, faut dire aussi, dans ce camp religieux, mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant. Alors, les seuls bémols qu'on pourra dire dans ce film-là, c'est il y a une espèce de ventre mou qui va se faire en milieu de film. Et dans ce milieu de film, il y a ce petit ventre mou. Là, on explore un peu trop les personnages, où des fois on en a un peu rien à faire, où ça fait un peu trop adolescent par moment. Tu te dis oh là là, tu souffles un peu, mais c'est pas grave parce que le rythme reprend plutôt pas mal, avec des visions,
avec ce que l'attrapeur veut nous montrer, c'est hyper intéressant. Vraiment, l'attrapeur, il est là, tu te dis, oh, c'est cool. Et il y a une scène de patinage, vraiment très très cool. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est génial. Tu te dis, c'est cool. Ah, franchement, il y a vraiment ce petit côté horrifique où t'as l'attrapeur qui est vraiment mis en action. C'est vraiment trop cool. Autre bémol à signaler, c'est vraiment... Alors, peut-être, je suis le seul à l'avoir dit, en tout cas, dans ce que j'ai échangé avec d'autres personnes. Vraiment, ce côté religieux. Des fois, il prend le pas sur le récit. À certains moments, tu dis... Oh, c'est long. Enfin, c'est lourd, tu vois. Alors que le film aurait pu être largement mieux. Enfin, sans compter sur ça. Et sur certains personnages où on en a un peu rien à faire. Genre, c'est un couple de personnes. Ils sont là, ils sont détestables. Mais on sait... Et ces gens-là disparaissent. Enfin, ils disparaissent. Ils sont là, mais on sait pas ce qu'ils adviennent. Ça aurait pu être intéressant. Voilà. Et le problème aussi dans ce film, il n'y a pas de mort. C'est... Alors que, il aurait... Franchement, il y avait 2 personnes qui auraient potentiellement mérité de mourir, tu vois. Voire même peut-être une 3e. Mais là, c'est un peu sage, tu vois. Même dans le premier, me semble-t-il, qu'il y avait... mis à part les enfants morts, il y avait 2 autres personnes qui étaient mortes. Bref, voilà. C'est à la fois sage, mais à la fois bien joliment trouvé pour ce qui est du monde à l'envers, si on peut dire ça comme ça. Je peux pas trop en dire sans trop spoil, mais voilà. C'est tout ce que je peux dire. Enfin bref. Black Phone 2 est une... J'ai passé un très bon moment. J'espère qu'il n'y aura pas un 3e parce que je vois pas trop l'intérêt de voir ce genre de suite, à moins qu'on refasse encore avec l'attrapeur. Je vois pas vraiment trop l'intérêt. Mais sinon, bof. J'aurais vraiment aimé en discuter avec des autres personnes qui ont vu le film. Mais sinon, ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Que ça soit plutôt une bonne suite. Mis à part, bon, on n'échappe pas évidemment un cinéma typique américain. Et à la fin, ça fait très un peu action. Mais on passe quand même un très bon moment de par les idées visuelles et de par aussi la mise en scène et surtout l'attrapeur qui est là. Sinon, au niveau adolescent, tu te dis... Ouais, bon... Ça peut passer, mais tu te dis... Ouais. On tient quand même un film, à tantiner soit peu, solide sur son utilisation de l'horreur. Sinon, passez votre chemin. Voilà. Bref, c'est tout petit. C'est voilà. Bref. Maintenant, on va aller dans les années 1990. Alors, plutôt 97-2000 pour ce film-là. Et évidemment, on vous parle, j'ai envie de vous parler d'un film avec Dwayne The Rock Johnson. Et je vais vous parler de The Smashing Machine. Bref, c'est parti, mon kiki. Voilà. Il est où? Il est là. Merci d'accueillir pour ses débuts dans l'octogone, Mark Kerr. C'est bien, Marc. Ce combattant est le meilleur qu'il ait jamais vu. À quoi pensez-vous au début d'un combat? C'est simple. Est-ce que je vais le blesser avant que lui me blesse? C'est bien, bébé. C'est trop? Jamais. C'est pas Non, non. Il n'y a rien de meilleur que de savoir qu'on a gagné. 40 000 personnes qui t'acclament comme ça. C'est l'extase que je retrouve nulle part ailleurs.
Vous détestez vos adversaires? Non, non, pas du tout. Il revient du bord du gouffre pour revendiquer une place en finale du Pride 2000. Je me sens exclue de tout ce qui te passionne. Tout ce qui t'importe, toi, c'est ta petite personne. Toi, il y a que toi qui compte. Allez, vas-y. Je crois qu'il voudrait un Bien autographe. sûr, pas de problème. Pas de bagarre, hein. Ah, alors, Smashing Machine, à la fin des années 90, Marker, un champion invaincu de combat d'arts martiaux mixtes dans la ligue UFC, domine la scène mondiale. Mais derrière les victoires se cache une lutte personnelle, dépendance aux antidouleurs, relations tumultueuses et quête de sens. Alors, avant toute chose, c'était une de mes attentes de cette année parce que beaucoup vendent le film parce que Dwayne The Rock a enfin un rôle à Oscar, mais vous vous rendez compte que The Rock va pas faire du The Rock, The Rock ne va pas aller dans la jungle, The Rock va avoir un rôle bien, bref. Et du coup, je me suis dit, bon, sans trop d'attente, je vais aller le voir. La fatigue est toujours présente, voilà. Je vais aller le voir et ce fut une déception. C'est la déception reine sur ce live. Et du coup, Smashing Machine, il faut dire quand même quelques mots. Effectivement, The Rock joue plutôt bien dans le film, hein. Ce n'est pas vraiment lui. Alors effectivement, il y a une espèce de côté méta entre The Rock et Marker, qui sont deux champions de catégorie sportif, soit le UFC ou soit le catch. Et du coup, tu te dis, tiens, ça peut être intéressant. En plus, The Rock avait l'air vraiment d'y mettre beaucoup de cœur, de joie dans ce rôle et tout. Tu te dis, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant. Et effectivement, beaucoup d'entraînement, on le reconnaît un petit peu, à peine et tout. Ok, et il joue superment bien, vraiment, il y a quelque chose de très charismatique. Il arrive à porter, à tantiner soit peu, le film sur lui, parce que quand il est là, il nous capte la santé. Il nous capte l'attention. Il est comme dans son dans son personnage de The Rock dans la WWE, tout le monde le regarde, il est vraiment, tout le monde apporte son regard sur lui, c'est le spectacle. Et effectivement, quand il est là, on le voit, tu dis, waouh, quelle prestance, ok, très bien, on a le charisme, on a notre champion. Maintenant, ce qui l'entoure, sa copine, interprétée par... alors, à chaque fois j'oublie... Emily Blunt, merci beaucoup. Merci la petite voix dans ma tête. Attends, quoi? Emily Blunt qui joue sa compagne durant cette période assez tumultueuse. Et comme dirait le spectateur qui était en face de moi, ouais, c'est une potiche, quoi. Il a pas... Alors, oui... mais elle sert pas à grand chose en fait. Le problème c'est que en fait c'est des personnages fonction et en fait je sais même pas ce que le film veut raconter. Alors certes on voit un peu ses dépendances sans trop regarder, on voit ses problèmes de combat sans trop les voir, on voit ses différents son addiction à la victoire, mais on n'en voit que très peu. En fait, ce film prend ses spectateurs par la main pour dire non, José, je vais pas te montrer, je vais te dire ce qui s'est passé et t'es obligé de me croire. Ben, c'est pas un film. En fait, genre par exemple, à un moment donné, il y a une scène où tu vois.
Mark Kerr avec un espèce de flacon. Ceci est une bougie. Un flacon marqué du genre « Attention, risque d'addiction ». En grand plan. En sous-titrage. Tu te dis « Non mais le public américain, ils sont pas si cons quand même. » Si, j'avais oublié, ils ont Trump en président. Ok, très bien. À un moment donné, t'as Emily Blunt qui appelle quelqu'un. Oui, il est tombé, il est pas bien et tout. On montre même pas comment il est tombé. Il a une addiction et tout. Enfin, il est sorti d'addiction et tout. Oui, mais alors, ok, il a été en cure. On nous le montre jamais. Son couple, en fait. Le problème, c'est que pour revenir à ces personnages, tu comprends pas les liens qu'ils ont en fait. Que ça soit entre The Rock et Emily Blunt, en fait, tu les vois qu'ils disent on est en couple, mais ça se voit jamais. Ou alors c'est juste une insistante à la rigueur, mais jamais en fait, ils sont toujours là à s'engueuler. Donc, de par son ego, The Rock, il est détestable. Emily Blunt, de par sa façon d'être, c'est une personne qui aussi détestable que The Rock, mais pas par l'ego, mais par... on ne sait pas en fait. Elle prend la tête, mais on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, que ça soit les addictions, on ne sait pas. En fait, y a pas de travail. On nous dit, mais montre-nous, film. Non, il n'y a pas ça. Et même dans les combats... Alors oui, certes, ce n'est pas vraiment ce que veut nous raconter. Mais t'as un champion de l'UFC. Une légende. On ne montre jamais que c'est une légende. On montre juste que c'est une personne lambda. Une personne, un champion, mais on sait pas. Ça aurait pu être, je sais pas, une personne qui n'avait pas existé. On aurait pris quand même. Mais Mark Kerr, on connaît pas. Peut-être aux États-Unis, il était plus connu. Mais en France, vous connaissez Mark Kerr? Non. Mais vraiment, c'est détestable. Genre, il y a aussi un moment donné, ils se prennent la tête. Ou alors, même pas. En fait, ils font jamais des trucs de couple. Mis à part peut-être une fois, en fait, foraine et tout. Mais en fait, toujours séparément. C'est pas intéressant. On comprend pas pourquoi elle pleure. On comprend pas ses doutes parce que il dit je doute, tu me fais chier et tout. On comprend pas. Et du coup, on reste sur notre faim. Et en fait, le film respire un tantinet soit peu parce que The Rock est là. Et A24 capitule sur son seul personnage qui est construit. Et le truc, on pourrait se dire, ouais, mais peut-être parce qu'il est addict. Addiction, non. Ouais, mais ça veut parler de couple. Non plus. Ah, mais peut-être c'est des fêtes et tout. Oui, mais sans plus, tu vois. Et même à la rigueur, en fait, ça faisait très kitsch. Parce qu'à la fin du film, c'est d'une pauvreté abyssale. Parce qu'on nous met Mark Kerr d'aujourd'hui qui fait ses courses. Pour dire quoi? En fait, avec un espèce de carton de dire ouais, Mark Kerr a fait ceci, cela et restera une légende de l'UFC. Pardon. Et le problème c'est ça, et ça manque beaucoup d'impact. Le film dure 2 heures, mais oh là là. Et c'est incompréhensible. Et ils disent que ce film est film à Oscar. Et ma question que je me pose, est-ce que tu peux être oscarisé, sachant que t'es un film vraiment pourri, enfin vraiment mal branlé. Mais alors si The Rock il a un Oscar là, c'est vraiment faiblard. Encore, je préfère largement. Il y a d'autres, je suis sûr, d'autres personnes qui ont fait un meilleur rôle que ça, avec une meilleure prestation. Là, oh là là,
déjà, quand ta seule communication c'est The Rock dans un rôle dramatique avec 50 kilos de moins, c'est un problème. 50 kilos? Ah ouais. Ah ouais. Oui, alors c'est un problème parce que. Le pire, c'est qu'en fait, le film est là parce que les films qui retracent la vie des artistes ou des sportifs, ça marche plutôt bien lors aux États-Unis. Ils adorent ça, les States. Hein. Ils adorent les films Wikipédia. Là, c'est Wikipédia pendant 3 ans. Et encore, c'est sage. Et je suis quasiment sûr que là, on nous montre jamais. Je suis sûr que Marker, là, il est lycée. Encore une fois. Il y a peut-être encore un truc à sauver. C'est peut-être la caméra qui fait en sorte de capturer la vie de Marker. Ça fait très caméra qui est proche de toi, tu vois. Genre un peu une caméra intime. Genre si il y avait Confessions intimes qui était là, tu vois. Ou l'équipe de Pascal le grand frère, mais seulement sans Pascal, mais seulement avec la caméra qui... En fait là c'est une caméra qui est là capturer ton quotidien. Mais ça se voit en fait. Ça fait très... comment s'appelle la série la série où t'as la caméra qui poursuit le personnage, mais c'est drôle, tu vois. Je crois c'est Steve Carell qui est dedans. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, voilà. On est loin de Rocky et The Wrestler en tout cas. Ah oui, mais alors aucunement. Là c'est sage, t'as juste le physique, complètement. Et c'est une tristesse. Une tristesse. Bref, je sais plus comment ça s'appelle. The Office, voilà. Ça fait très The Office, mais version 90 avec un petit grain. Mais sinon, c'est d'une tristesse absolue. Hein. Tu comprends pas. Encore, tu pourrais dire peut-être qu'il se bat parce que il y a un manque d'argent. Non, il gagne bien sa vie. Il a des addictions, mais sans plus. C'est un peu comme dire... c'est quoi en fait, ces addictions, c'est du genre... j'ai envie de sushi. J'ai envie de Mont d'Or. J'ai envie d'un gros taco 3 viandes. Enfin voilà, vous avez compris. Bref, voilà. The Smashing Machine, c'est une grosse désillusion. Et est-ce qu'il mérite son flop? Ouais. Moi, franchement, ça me fait du mal. Mais, et le pire dans tout ça, je me suis pas ennuyé. Enfin, très peu ennuyé, hein. Parce que, je sais pas, The Rock, parce que The Rock, il arrive à être attachant, mais tellement antipathique. Vraiment. Et pour beaucoup de personnes, sa copine, c'est le gros point noir du couple. Alors que c'est les deux. Moi, je veux bien un petit Mont d'Or aussi. Bah ouais, hein, dommage. Bah, moi, je l'ai eu, le Mont d'Or. C'est très très bon. Mangez les Monts d'Or, c'est vachement bon. Avec des patates. Des patates Willy Waller. Bref. Voilà. Bon. Et ben, je crois que... on a dit... Après, si tu as le temps de le voir, va le voir. Mais je pense que tu auras la même point de vue que moi sur celui-ci. Mais voilà. Tout n'est pas à jeter. Mais, quelle déception, hein. Vraiment, quelle déception. Je suis vraiment très, très triste de voir ce film. Ce film-là. The Rock qui sera le dernier adversaire de Cena en décembre. Non, ça sera Gunther. Et Gunther gagnera parce que c'est notre ring general, Gunther. Bref. Voilà. Voilà, on en a fini avec l'Amérique de Donald Trump. L'Amérique de The Rock. Allez voir si ça vous enchante, mais au risque de vous faire chier. Bref, en tout cas, voilà. Non, pas envie, je vais plutôt aller voir Predator Badland. Oui, c'est prévu week-end prochain. Voilà, ça va être bien. Je vais en parler certainement dimanche. Voilà. Wally Waller. Je vais le voir et j'ai hâte d'en parler. Bref, maintenant on va aller dans le futur, coloré et très gris à la fois. J'ai
très envie de vous parler de cette pépite d'animation française qui s'appelle Arco. Et non, je vous parle pas de Pokémon. Ah, c'est marrant. Hop, et ben c'est parti mon kiki pour la bande-annonce. T'es qui toi? Mickey? Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où? Faut pas qu'on reste ici. Mikinou. Et si je venais avec toi? Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Comme dans les histoires. J'ai des petits frissons. Arco qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs et ça fait plaisir. Je ne serai pas là dimanche soir, je regarderai leur diff. Oh non! Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Quel dommage. Pourquoi tu travailles aussi? Bref, en 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C'est Arco. Il vient du futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui. Alors, au départ, je ne devais pas aller le voir. Et de par la bande-annonce et merci les dinosaures, Beethosaurus, ah bah finalement, j'aime bien, il y a des dinosaures. Arco, un bon film d'enchanteur et plein d'espoir. T'as été le voir, Marion? T'as été le voir? Vraiment? Ah oui, mais c'est vrai que t'as été le voir. C'est vrai, sans John. C'est pas bien. Alors, et du coup, j'attendais absolument rien, Arco, et j'étais pas déçu. Parce que vous savez que moi, les films d'animation, j'adore ça. Et je répéterai jamais assez que les films d'animation français sont extraordinairement bien. Il y a eu... merde, comment ça s'appelle la métaphore des tubes qui était extraordinaire et qui est vraiment dans mon top 5, je crois. Top 10, top 5. Et Arco... franchement, l'animation, je sais pas s'il sera dans mon top, mais j'ai passé un excellent moment. Alors, voilà, j'ai bien aimé, oui. Ah, Marion, mais bienvenue. Et alors, ce film-là, alors, niveau détail dans l'animation, voire même les dessins, genre par exemple, on voit Iris qui, par la fenêtre ou dans les paysages ou quand elle va à l'école, oh la vache, des tableaux, des œuvres d'art quand elle va à l'extérieur, ça fourmille de détails, c'est impressionnant, c'est beau, c'est merveilleux. Alors, c'est à la fois beau et merveilleux, mais quand tu sais l'histoire et quand tu sais que quand il y a Arco qui se crache littéralement dans ce monde, tu sais que ce monde est malade. Tu sais que ce monde est loin d'être aussi beau que ce monde où il vit. Et c'est à la fois beau et triste en fait. Et que ces maisons, en fait, enfin cette ville où elle habite, c'est juste que c'est un brin d'air frais avant qu'une grosse tempête arrive. Et évidemment, ça veut dire, ça raconte quoi? C'est juste une fable écologique. Une fable entre deux enfants ou que deux mondes dits très différents
et ils vont apprendre mutuellement à évoluer et à apprendre l'un et l'autre. Alors, c'est con à dire, j'ai l'impression de parler d'E.T., mais c'est à peu près la même chose qu'E.T., mais très différemment et peut-être encore plus merveilleux. Parce que la fin m'a... Waouh, cette fin-là, c'était pile poil le bon truc pour passer d'une plutôt bonne note à une excellente note, où j'étais ravi. Mais vraiment. En dehors de ça, de l'utilisation de la technologie, où ça faisait un peu Wall-E, où tout le monde utilise une technologie ou des lunettes quand t'es adulte et tout, où vraiment on voit notre... comment dirais-je, notre addiction à la technologie. Une fois adulte, on devient vraiment accro, où on ne peut plus vivre sans technologie, où il y a encore une utilisation qui était excellente, c'est les bulles de protection des maisons, où en fait tu sais que tu vis dans un monde où ça vit sur sa faim, et malgré ça t'as quand même cette bulle qui va être utilisée pour garder un semblant de paradis malgré l'enfer qui est autour. C'est génial, c'est franchement super bien. Et en dehors de ça, je me suis posé la question, ok, t'as des robots domestiques, t'as des robots gendarmes, pompiers, professeurs. Ça signifie... en fait, il n'y a jamais eu de réponse à cette question-là dans ce film. Les adultes, ils font quoi? Ok, t'es enfant, t'as ton prof, c'est un robot, il t'explique, etc. Avec des salles incroyables. Je veux ce genre de salle. Je veux, quand je veux faire un cours d'histoire géo, je veux étudier les brachiosaures, je veux aller dans Jurassic Park. Là, c'est possible. Je veux aller voir qu'est-ce que c'était les Vikings. Je veux y aller. Je veux voir autre chose dans l'histoire. C'est génial. Et, enfin voilà, pour revenir au personnage, je me suis posé la question, que font les adultes? Ils vont où? Ils font quoi? Si les robots remplacent dans des tâches ingrates, enfin... c'est pas si ingrat que ça, être prof. En tout cas, ça en a pas l'air dans le dessin animé. On sait même pas. On sait que par exemple dans les parents, ils sont pas là. Ils travaillent. C'est que les parents là qui travaillent. On sait même pas ce que font les adultes. D'ailleurs, en parlant d'adultes, on va parler un peu de la Team Rocket d'Arco. Je sais plus comment il s'appelle. Le trio Rocket. On va appeler ça comme ça. De quoi? Doogie. Et il y a qui d'autre? Frankie, Doogie. Et merci. Et je sais plus. Je sais pas c'est qui, je sais plus, mais je connais pas. Doogie, Frankie et... bref, voilà. J'ai trouvé ça ultra intéressant que ça aille plus dans le ressort un peu Team Rocket que plutôt les méchants, ça reste très méchant, et les vilains très vilains. Là, c'est vraiment ultra intéressant. C'est beau. Parce qu'en fait, finalement... le film réussit à ne pas mettre véritablement ce côté méchant. Ce côté méchant, c'est qui? C'est quoi? En fait, c'est l'écologie. C'est vraiment l'aspect que les humains laissent à travers... laissent faire, par exemple, les robots préfèrent s'enfermer dans une bulle protectrice et ne pas s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, et que la nature rattrape les erreurs humaines. J'ai trouvé ça génial, vraiment super. Et là, on trouve vraiment ce petit côté Arco, voilà, avec sa cape au départ, je me disais, ouais, c'est mignon, arc-en-ciel, mais en fait, c'est beau, c'est pas mal. Les couleurs, c'est pas trop mal. Ça fait vraiment ce petit côté, une fois la tempête, une fois l'orage terminé, tu vois un arc-en-ciel où tu retrouves vraiment un instant de liberté. Vraiment, je le vois comme ça. Peut-être que je suranalyse le côté personnage, mais je trouvais ça super beau. Il y avait quoi d'autre aussi? Je trouve aussi que le robot domestique, il a
je crois que c'est la meilleure nounou qu'on peut avoir, entre guillemets. Il a un fin d'arc, entre guillemets, super beau, avec un super message. Et ce, grâce à ce que Arco, Iris et le robot, qui d'ailleurs, le robot qui porte, qui porte l'enfant pendant toute l'aventure, l'enfant, il s'en fout. Lui, c'est une aventure, il dort pas, il chie pas, il demande pas à manger. C'est le seul petit point noir que je peux dire à propos de l'enfant. Mais sinon, c'est génial. C'est vraiment, c'est vraiment super génial. J'ai trouvé ça, mis à part ces points noirs, j'ai trouvé ça génial. Et le fait que vraiment, malgré encore un petit ventre mou, vraiment vraiment dans le milieu du film, du dessin animé, la fin, elle surplombe tout le film. Et au départ, je me suis dit, ouais, il se passe ce qui se passe à la fin. Et c'est en fait, tout se complète, en fait. Tout ce message et toute cette amitié liée entre Arco et Iris va créer, en tout cas, qui de la fout de la poule. C'est génial. Je trouvais ça sublime. Et je crois que le message de fin avec l'espèce de message laissé par le robot dans la caverne, c'est... Ouah, petite larme. Enfin, failli avoir une petite larme parce que je suis un homme et je ne pleure pas, voyons. c'est hyper connu, voyons. C'est génial. Vraiment, c'est rempli d'espoir, une magnifique fable sur l'écologie, sur l'amitié, sur le fait que rien n'est perdu. C'est magnifique. Et il faut donner de la force à ce film. Et j'ai l'impression, je sais même pas combien il fait en termes d'entrée, mais c'est magnifique. C'est super beau. C'est vraiment le petit coup de cœur. Et peut-être, quand je le reverrai, je le rehausserai. Mais là, on a passé un excellent moment avec Beetlesaurus. Bon, surtout parce qu'elle a vu les dinosaures. Voilà. Avec le tacos 3 viandes. Hein. Bref. Pour vous dire, sur des 4 films que je vous ai parlé, celui-ci, c'est Pepita. C'est génial. Bref. C'est génial. J'espère que il va faire encore son petit bonhomme de chemin et que avec Mars Express, que avec la métaphysique des tubes, Arco, j'espère qu'il y aura d'autres dessins animés de la sorte, enfin animés de la sorte, parce que le cinéma français, c'est vraiment génialissime. Bref, je crois que j'ai tout dit. Voilà. On se revoit théoriquement semaine prochaine pour normalement House of Dynamite, Frankenstein, Predator Badland et Yoroi d'Orelsan. Voilà, je vous prépare du lourd, du très très lourd. Voilà, sur ce, n'oubliez pas, allez voir des films, c'est important. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous. Voilà, c'était votre cher ami Spherox. Ciao, bye!